la réforme va faire que la technologie de facturation électronique va être globalement accessible à tous. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte, et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'annonce, comme tous, comme à chaque fois, exceptionnel. Mais là, peut-être un peu plus parce que avec mon invité du jour, on va parler de vision du marché, on va parler de gestion des entreprises, on va parler d'édition de logiciels et à mon avis, on va parler, je te le donne comme ça en thème parce que je te l'ai pas prévenu avant, mais à mon avis, on va aussi parler de compte pro parce que quand je discute avec les éditeurs, j'ai quand même l'impression que le compte pro c'est devenu quelque chose d'assez important. L'idée en fait, c'est qu'on puisse partager ensemble pendant une heure tout ce qui va se passer dans le marché de la gestion, quelle est la vision d'Indy, quelle est ta vision, où tu vois le marché, et je suis très content aussi que tu aies accepté l'invitation. Comme quoi les réseaux sociaux parfois ça fonctionne parce que c'était un post d'Indy sur lequel je me suis permis de commenter, puis en fait on m'a dit tiens envoie un tel mail à telle personne, j'ai envoyé tel mail à telle personne et on a fait un petit point avant et franchement je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation. Comme Fouk, bonjour, bienvenue dans l'Accounting Business Club. Salut, ravi d'être là, merci pour l'invitation et puis ravi de parler de tous ces sujets passionnants vu qu'il se passe plein de choses en ce moment, donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça bouge extrêmement vite, tu vois, on va venir, alors, pour donner aux auditeurs du coup la présentation du plan de ce que nous allons dérouler sur les grandes lignes aujourd'hui, et puis après on va voir quel chemin on peut prendre ensemble, mais j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur... je vais pas refaire ton parcours parce que tu l'as très bien expliqué dans 2 autres podcasts et même si la culture américaine à mon avis est un truc sur lequel on va venir creuser, mais quel est aujourd'hui, qu'est-ce qu'Indy en vrai pour qu'on comprenne et que ça passe un peu au-delà de ce qu'on entend un peu partout. J'aimerais qu'on voit un peu ton état du marché, quelle est ta vision du marché, quelle est la vision du marché à moyen long terme aussi, quelle est la stratégie d'Indy, on va y creuser aussi parce que mine de rien 3 levées de fonds et j'imagine que du coup il y a des trends que tu dois voir et que t'as dû proposer. Et on va évidemment parler d'IA parce que l'IA change beaucoup de choses, et à la fois l'IA dans la relation client, à la fois l'IA dans l'outil. Voilà un peu le menu, ça te va ? Parfait. Allez, deal, on y va. Let's go, vas-y, je te laisse. J'étais en train de réfléchir si j'avais un autre truc, mais je pense qu'on est bon. Vas-y, tu peux. Je te laisse la main pour te présenter. Qui es-tu en 2 mots et qu'est-ce qu'Indy ? Et donc cofondateur et CEO de Indy. Donc Indy, c'est une application tout en un pour les indépendants. Donc l'idée, c'est qu'on offre toute la palette de services pour permettre à un entrepreneur de créer et gérer en autonomie son activité. Nous, on vient du monde du self-serve, donc on propose un outil qui permet à des indépendants de gérer en autonomie leur activité de A à Z, et donc en particulier notre spécificité, c'est qu'on a des outils qui permettent à un indépendant de produire lui-même sa comptabilité, sa liasse fiscale, ses déclarations, de télédéclarer ses impôts. Et petit à petit, on a étoffé toute cette palette de services. Donc, à l'origine, on s'appelait Georges le robot comptable, et certains nous connaissaient sous ce petit sobriquet. Et on est devenu Indy au moment où on a élargi notre palette de services et où on s'est vraiment spécialisé sur ces indépendants. Donc, la définition assez simple, c'est toutes les entreprises qui n'ont pas d'employés et qui, du coup, ont une petite activité à gérer, quoi. Donc, toute entreprise qui n'a pas d'employés, quand tu dis self-serve, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les indépendants qui se connectent directement sur ton site, qui s'inscrivent et qui se prennent l'abonnement. Ouais, alors en fait, petit à petit, on a évolué, on a 2 modèles. Donc, si vous allez sur notre site internet, vous verrez qu'on a une offre freemium et une offre premium. L'offre freemium, c'est une offre gratuite qui contient tous les outils de gestion pour pouvoir gérer son activité en tant qu'indépendant. Donc ça inclut le compte pro, la comptabilité, les devis, les factures. Et voilà, ça c'est la gestion du quotidien. Et ensuite, on a une offre premium qui est là où est le cœur du modèle d'affaires d'Indy, où on propose à des indépendants de gérer jusqu'au bout de A à Z leur entreprise, et donc là de faire en particulier les déclarations d'impôts et leur bilan en autonomie sur le produit. Et c'est ça le module qui est payant pour nos utilisateurs. Quand tu dis freemium, c'est-à-dire qu'en fait ils rentrent sur ça, c'est la fonctionnalité qui est gratuite.
Et après, ça devient payant, donc c'est d'où le freemium quand il passe sur la deuxième fonctionnalité dont tu as parlé. Exactement, en laissant le choix aux utilisateurs en fait de se dire s'ils souhaitent juste avoir nos outils gratuits et ensuite passer par un expert comptable pour le volet déclaration, bah c'est leur choix et on leur laisse libre d'opérer comme ça. S'ils veulent fonctionner 100% self-serve, 100% en autonomie, bah dans ce cas-là, ils prennent l'offre payante et là on leur donne les outils pour qu'ils puissent fonctionner en autonomie jusqu'à la déclaration. Quand je t'ai rencontré, croisé en tout cas la première fois, c'était en effet Georges, le robot comptable, c'était aux universités d'été de l'Ordre de Paris, doit y avoir je pense 6 ans. Du coup, et donc il y avait un peu de tension tu vois à l'époque, mais moi quand je voyais ça avec mon œil extérieur, je te voyais tu vois comme un outil pour BNC. Là, tu parles d'indépendance, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un switch dans le modèle. C'est quoi, tu vois, l'organisation, c'est quoi ta vision aujourd'hui sur le marché actuel de la gestion? Ouais, tout à fait. Bah donc c'est de là qu'on vient. Le tout premier produit qu'on a sorti, c'est ce produit qui permettait de gérer en autonomie la comptabilité et déclaration pour des profils BNC et d'ailleurs au tout début surtout des professionnels de santé en libéral. Maintenant, si on ostéo, etc. Je me souviens. Voilà. Ouais. Et après, si on prend un pas de recul, c'est quoi la vision et le rationnel depuis le début de notre histoire? En fait, il y a toujours eu des outils pour tenir sa comptabilité et faire ses déclarations en self-serve. Donc ceux qui commencent à avoir des cheveux blancs se souviennent qu'on allait à la Fnac, il y avait un rayon avec des boîtes, avec des CD-ROM, avec des logiciels, et puis tu pouvais consulter et voir si tu achetais ta boîte EBP, Ciel et ce genre de produits, avec une partie du marché qui du coup faisait sa comptabilité et ses déclarations en autonomie. Beaucoup en effet, BNC, associations, des petites comptabilités. Et nous quand on débute dans un contexte où c'est évident pour beaucoup de monde que la comptabilité a la vocation à être de plus en plus automatisée. C'est même pas nous qui le disions. À l'époque, quand on se lance, c'est le président de l'Ordre des experts comptables qui le dit. En 2025, l'essentiel de la tenue comptable sera automatisé. Parce qu'il y a tout un tas de tendances technologiques qui font qu'on va vers de plus en plus d'automatisation. Et donc, nous, notre analyse, c'est de se dire, du coup, ce segment des outils qui permettent à des gens de tenir en autonomie leur comptabilité, leur déclaration, il a vocation à se développer. Et les outils actuels du marché qui sont quand même très, à l'époque où on commence, désuets et vraiment pas pratiques. Et puis moi, j'ai commencé comme ça. Moi, j'étais un des utilisateurs de la comptabilité de ces CD-ROM pour tenir la comptabilité d'une association. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Là, on est vraiment à l'âge de pierre de ce qu'on peut faire en logiciel. Et donc, c'est ça notre pari, c'est de dire, nous, on va faire la nouvelle génération de ces outils qui permettent de tenir en autonomie sa comptabilité et ses déclarations. Et ensuite, du coup, on s'adresse assez naturellement aux segments du marché qui sont les plus réceptifs à ce mode opératoire. Et donc, du coup, notre vision, c'est que nous, on pense que des dirigeants de PME, ils ont vocation à avoir un expert comptable. On ne connaît pas beaucoup de dirigeants de PME pour qui c'est naturel de se dire qu'ils vont faire eux-mêmes leur comptabilité, leur déclaration. Je pense qu'il y a quelque chose de fort dans la relation entre un dirigeant de PME et son expert comptable, qui n'est pas juste de l'automatisation logicielle. Et donc, toutes les semaines, je recommande à des gens qui viennent me solliciter de prendre un expert comptable puisqu'ils sont patrons d'une PME et qu'ils ont d'autres sujets à gérer. Et du coup, les grands segments qu'on adresse, c'est souvent, en effet, nous, le point commun qu'on leur donne, c'est que c'est des entreprises qui n'ont pas d'employés, ce qui enlève tout un tas de problématiques. Et donc, du coup, on a des grands segments sur... il y a tout le volet immobilier. T'as le segment immobilier, SCI. Voilà. Donc, nous, on a lancé récemment les SCI. On regarde de près la location meublée et des choses comme ça. Où là, c'est assez naturel d'avoir une partie très self-serve. Il y a le BNC, donc les professions libérales, en effet, où ça, on a prouvé maintenant à grande échelle qu'il y a une grosse partie du marché qui préfère fonctionner dans un mode self-serve. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura une partie du marché qui préférera avoir un expert comptable, mais c'est important d'avoir qu'il y ait les deux offres qui existent sur le marché, puisqu'il y a une partie du marché qui est
et donc en fait en pratique une partie des clients qui souhaitent avoir un fonctionnement en autonomie. Et après, on s'intéresse aux petites sociétés unipersonnelles. Voilà, donc là-dedans, on va avoir notamment beaucoup de consultants, de freelance qui ont leur petite SASU, leur petite URL, qui sont tout seuls et qui là, du coup, ont une petite société à opérer. Et là, à nouveau, on leur fournit tous les outils pour pouvoir gérer et déclarer tout ce qu'ils ont, toutes leurs formalités, toutes leurs obligations réglementaires en autonomie depuis Indy. Tu viens de donc je me permets d'en parler, mais t'as été aux États-Unis pendant ton stage, donc t'as baigné dans la tech à San Francisco, et toi tu viens du produit. Arthur de Penny Lane vient aussi du produit. Et en fait, ce que je trouve intéressant, ça me revient, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que vous faites partie, à mon sens, même si t'as allumé un peu plus de feu, il y a eu plus de feu sur George et sur Indy qu'il y en a eu sur Penny Lane, vous faites partie de cette génération avec une vision très produit, très utilisateur, utilisant le soft, qui jouait dans la sexiness d'une certaine manière, l'attractivité de la profession. Tu vois, t'as rendu la compta, tu partais d'un postulat où il y avait des outils qui étaient pas sexy, tu les as rendus un peu plus sexy avec ta vision très produit. Pourquoi tu t'es pas dit à un moment, comme ils ont pu le faire sur Penny Lane, en fait, notre outil, ça peut être un outil à dispo des cabinets? Bah c'est dans tous les pays, il y a les deux modèles qui existent. Souvent, les deux modèles sont un peu hermétiques entre eux parce que c'est pas hyper facile de proposer une alternative self-serve à l'expert comptable, tout en allant voir les experts comptables pour leur vendre des outils. Il y a un moment, il y a une espèce de conflit d'intérêts qui est un peu étonnant. Et donc, du coup, tu dois choisir ta catégorie, quoi. Soit tu vas d'un côté, soit tu vas de l'autre. Et donc moi, je viens de ce monde du self-serve, c'est ça les outils que j'avais utilisés, et c'est là où je pense que on avait le plus de conviction qu'on pouvait apporter de la valeur, que ce qu'on pouvait faire, ça pouvait être utile. Moi, si tu veux, quand j'ai commencé d'abord par aller voir des clients, quoi. En fait, aller voir des utilisateurs, leur demander comment ça fonctionne, et tu t'assois avec des ostéos qui te montrent comment ils préparent leur comptabilité sur papier, sur Excel. Ouais, sur Excel. Et puis après, ils envoient les docs et tu te dis, mais tu vois, on peut faire quelque chose face à ça, quoi. C'est des centaines de milliers de personnes qui sont sous-outillées, qui se prennent la tête le week-end pour essayer de tenir comme ils peuvent leur comptabilité. Donc nous, à l'époque, c'est plutôt une question d'impact sociétal et de qu'est-ce qu'on va faire d'utile. En effet, avec ce savoir-faire. Moi, mon savoir-faire, c'est bâtir du logiciel, faire des bons produits logiciels. Où est-ce que je peux mettre ce savoir-faire pour qu'il soit le plus utile possible? Et donc en fait, quand on commence, on se dit, il y en a déjà des gros éditeurs de logiciels pour les experts comptables. Ouais, le marché était à l'époque, parce que t'es arrivé bien avant Penny Lane quand même, le marché était à l'époque trusté par Cegid, par Sage, exactement, par ACD, ouais. Par Agiris, donc vraiment des mastodontes dans l'industrie, quoi. Ouais, nous on commence 3 ans avant, et exactement, et on se dit, même si on a un temps d'avance sur le produit, les gros éditeurs vont suivre, quoi. C'est une question de temps et peut-être qu'on aura 2, 3, 5 ans d'avance, mais petit à petit les gros éditeurs vont suivre. Et donc en fait, on va pas transformer la société, transformer les choses en faisant le énième logiciel pour les cabinets d'experts comptables qui sont quand même déjà relativement bien lotis avec des éditeurs qui ont beaucoup de moyens pour développer les fonctionnalités. Là où le segment des gens self-serve est vraiment à l'âge de pierre, quoi. Et donc là, on a un impact très très matériel si on le fait bien. Et il y a vraiment un avant, un après. Et je pense que c'est le cas quand on regarde dans le rétroviseur 8 ans plus tard. On se dit qu'on a un impact très très matériel. Tous les jours, on a des avis qui tombent. On a plus de 6000 avis maintenant sur Trustpilot, sur Google, avec des gens qui disent ça a changé ma vie, quoi. Vraiment, ça me simplifie mon administratif, ça m'enlève des heures et des heures de travail administratif. Et je pense que ça, c'est sain, c'est noble, c'est ça qu'on a voulu faire, quoi. On a voulu apporter de l'innovation au marché pour que ça simplifie la vie des indépendants. Et voilà, et donc ça s'articule comme ça. Et c'est vrai que de fait, du coup, ce monde ne se croise pas tellement avec le monde des éditeurs de logiciels pour les experts comptables, où il se passe plein de choses passionnantes et du coup on regarde par curiosité, mais du coup qui est une bataille qui est
pas vraiment la nôtre, quoi. Une bataille un peu plus classique, on va dire, entre les éditeurs traditionnels qui tenaient le marché et puis les innovateurs, les disrupteurs qui essayent de les challenger. C'est bien. Ouais, et en même temps, je te dirais qu'en fait, pour moi, je l'analyse vraiment d'un point de vue strat, tu vois, parce que je trouve que ton outil est bon, tu vois. Enfin, je l'ai pas testé, mais pourquoi pas, je serais ravi de le tester quand même pour voir à quoi ça marche. Mais les retours que je peux en avoir, tu vois, c'est un outil qui est bon, qui pourrait, au sens cabinet, être ok. Si moi demain j'ai un cabinet qui a un portefeuille de BNC, je pourrais me dire, bah tiens, pourquoi pas mettre à dispo à mes clients. Et en fait, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Penny Lane, mais on pourrait faire le parallèle avec Time, qui a aussi cette culture très très produit, de dire tiens, je mets à dispo des CAB, un outil qui te simplifie potentiellement la gestion de ta relation client, et du coup toi tu vas faire la mission conseil et la partie soft. D'ailleurs en vrai c'est ce que fait beaucoup Penny Lane. Penny Lane et Time, tu vois, ils se sont développés comme ça aujourd'hui. En tout cas c'est le modèle d'affaires, c'est de dire tiens, je target l'entreprise en direct, du coup sur des, alors Time je pense que c'est vraiment en face de toi, voire peut-être si c'est indépendant, etc. Là où Penny Lane va être un peu plus structuré d'entreprise, mais c'est de dire tiens, je target les deux, quoi, en fait. Alors en pratique c'est déjà le cas. Nous, quand on choisit de mettre tous nos outils de gestion à disposition gratuitement pour tout le marché, le rationnel derrière, c'est de se dire ces outils, ils ont beaucoup de valeur, ils sont très plébiscités. Je pense qu'en effet on a sûrement le meilleur outil de gestion d'une comptabilité de trésorerie sur le marché. On a sûrement l'un des meilleurs comptes pro, en tout cas en termes de valeur versus le prix. C'est gratuit et tu as un produit qui est quand même assez exceptionnel. On va revenir sur le compte pro après. Ouais, parce que... Et sur le volet de devis facture, je pense qu'on est en train de mettre la barre très très haut aussi par rapport au marché. Donc on a toujours cette ambition de se dire, nous on veut vraiment faire un produit qui est 3 fois meilleur que tout ce qui existe ailleurs, et on essaie de pousser les watts au maximum, de mettre la barre le plus haut possible. Et ensuite on se dit, bon bah ces outils, on les met à disposition de qui veut. Et donc, en pratique, il y a énormément de nos utilisateurs de nos produits gratuits qui ensuite passent par un expert comptable. Et on est dans le meilleur des deux mondes. Chacun est dans son rôle. Tu as un utilisateur qui, lui, souhaite déléguer la production et la liasse fiscale à un expert comptable. Bon, bah, il utilise les outils gratuits et derrière, il prend l'expert comptable. Parfois, on a des experts comptables qui poussent nos outils gratuits à certains utilisateurs et qui ensuite font la liasse. Et il y a d'autres utilisateurs qui ont envie d'être self-serve, d'aller chercher souvent cette économie financière, de se dire bah, je vais le faire moi-même et ça va me coûter un peu moins cher, et qui vont aussi faire les déclarations. Donc en fait, cette complémentarité en disant on a des super outils qui peuvent être utilisés par des gens qui ont un expert comptable, c'est le cas en pratique. On a des dizaines de milliers d'utilisateurs sur nos outils gratuits. La majorité ont un expert comptable derrière, et tout ça se passe très bien. Une fois que tu as fini ton année sur le volet gestion, t'exportes tes justificatifs et ton FEC, et puis ensuite c'est l'expert comptable qui prend le relais, qui rentre ça dans son Cégide, et puis qui sort l'alias. Et tout ça fonctionne très bien. Nous, on gagne pas d'argent sur ce volet, puisque c'est un volet qu'on met à disposition de la communauté, qu'on rend complètement gratuit, parce qu'on assume que notre valeur ajoutée, notre spécificité, c'est d'avoir beaucoup investi pour permettre à des gens de sortir une liasse fiscale en autonomie. Et donc c'est ça qu'on veut monétiser. Et du coup, je trouve que ça crée une collaboration naturelle, saine et respectueuse du rôle de chacun, quoi. En fait, à la fin, c'est le client qui décide. Et moi, je pense que je me méfie beaucoup des analyses de marché, etc. Parce qu'à la fin, c'est le client qui décide, quoi. Et le client, y a des clients, ils sont sensibles à l'économie financière, ils sont motivés par le faire eux-mêmes, et ces gens-là, ils vont naturellement s'orienter vers une offre self-serve. Et il y a plein de clients qui disent, moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. C'est chouette d'avoir mon application mobile dans ma poche pour pouvoir suivre mon activité en temps réel, préparer un peu le travail. Mais ensuite, moi, c'est un expert comptable qui fait ma liasse fiscale, et il passe par un expert comptable. Et je pense que ce sera toujours le cas. C'est ce qu'on voit quand on fait un peu des analyses de marché. On voit qu'il y a une partie d'utilisateurs qui sont sensibles au self-serve, une partie d'utilisateurs qui préfèrent passer par un expert comptable. Et je trouve que la façon dont on a conçu le modèle, du coup, est hyper saine pour permettre à chacun de faire son choix et servir tout le monde. Nos outils de gestion, ils sont gratuits pour tout le monde. Et tant mieux que ça serve à un maximum de gens. Une fois qu'on les a développés, pour nous, c'est pas beaucoup plus compliqué de le mettre dans les mains de 10 000, 20 000, 100 000 utilisateurs de plus. Et tant mieux si ça peut servir au plus grand nombre. Et le volet déclaratif,
bah ça, il y a les gens qui en ont envie, ils le prennent et ils se le payent. Et puis ceux qui préfèrent passer par un expert comptable, ils passent par un expert comptable. Moi, je trouve que c'est la bonne répartition des rôles. Et voilà. Mais tu sais que j'avais même pas compris, honnêtement. Alors là, c'est un sujet de com, tu vois. Mais en fait, potentiellement, t'as un outil BNC que les cabinets peuvent mettre à dispo, créer une offre autour et mettre à dispo des cabinets. Tout à fait, ouais. On a beaucoup de cabinets qui recommandent de prendre Indy pour préparer le travail, puisque en fait, une fois que les utilisateurs sont sur Indy, ils synchronisent la banque, ils mettent les justificatifs en face des transactions, ils ont tout dans la poche avec une application mobile qui est hyper bien faite, et donc dès lors que tu es en comptabilité de trésorerie, Indy ça prémâche énormément le travail, et ça fait qu'ensuite l'expert comptable il récupère une comptabilité qui est hyper bien préparée, structurée, et qui fait que le bilan va être beaucoup plus facile à sortir derrière. Donc c'est dans l'intérêt de l'expert comptable de s'assurer que l'utilisateur il est sur un outil comme Indy ou t'as un espace expert comptable, tu vois, en mode tiens, ok, le cabinet il retrouve ses X dossiers directement dessus, ou il faut qu'ils aillent se connecter un à un. Alors nous, on n'a pas l'espace expert comptable, puisque justement, on veut pas être un outil pour les experts comptables. Moi, je trouve que c'est vraiment deux mondes différents. Et donc, en pratique, c'est hyper fluide. Le client, à la fin de l'année, expert comptable va lui demander ce qui est nécessaire pour produire la fiscale. Il va exporter son FEC, exporter ses justificatifs. Il l'envoie par email au cabinet, et puis c'est fait, quoi. Donc, nous, on veut pas commencer à trop... Tu veux pas aller sur outil comptable pour autant, quoi. Ouais. En fait, je comprends le délire. C'est-à-dire que t'as ton client, tu le laisses libre. Et là, j'adore le principe de dire, ok, c'est la loi du marché, quoi. T'as un service et ceux qui veulent, en effet, prendre la responsabilité de faire leur liasse fiscale avec tout ce que ça implique, le font. Ceux qui veulent plus de conseils, plus d'accompagnement, qui ont d'autres sujets qui sont potentiellement à des niveaux de maturité aussi qui sont pas les mêmes, eux vont prendre potentiellement Indy parce que ce que tu expliques, c'est tout le freemium avec tout ça et en vrai, si tu mets un compte pro gratuit, pourquoi j'irais payer X euros chez une banque traditionnelle, plus les frais, les agios, les trucs, tiens, j'ai un paiement à faire à l'étranger, ça marche pas, et comment je me connecte, on connaît tous ces sujets d'expérience. Mais pour autant, à ce moment-là, tu laisses la relation au client de dire, tiens, voilà, je te le passe, mon FEC, et toi, vois avec ton cabinet. T'as pas cette action... ça pourrait être un bon outil, parce que quand je t'entends, je me dis, tiens, why not, quoi. Carrément, enfin, c'est pas exclu, hein. Nous, le principe de base, c'est qu'on écoute les besoins des utilisateurs et on essaie d'y répondre au mieux. Je pense que c'est une philosophie directrice assez simple mais qui a fait ses preuves. Et donc si de fait à un moment on sent qu'il y a de la friction dans le moment où l'utilisateur doit passer la balle de Indy vers son expert comptable, on fera les efforts nécessaires pour mettre de l'huile dans les rouages. En pratique, ça apparaît pas dans nos radars aujourd'hui. On a plein d'utilisateurs qui ont un expert comptable. Manifestement, l'export FEC et l'export des justificatifs, ça suffit largement et tout se passe très bien comme ça. Du coup, on bouge pas. Si à un moment on sent qu'il faut faire un tout petit peu plus de tuyauterie pour que ça se passe bien avec la passe vers le logiciel métier de l'expert comptable, on fera les efforts nécessaires. Nous, on essaie d'être assez sain dans le mode opératoire, d'essayer de mettre de la fluidité pour tout le monde, juste pour que ça fonctionne du mieux possible pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ton acquisition client, tu te dis pas tout de suite, tiens, ok, je vais aller m'appuyer sur la base des 20 000 experts comptables pour aller faire directement le marché, quoi. Le marché des BNC. Il y a une partie des experts comptables qui poussent du Indy à leurs utilisateurs. Nous, on est ravis quand ils le font. Je pense, nous, on a la naïveté de penser que notre job, c'est de faire un excellent outil, un excellent service. Et ensuite, les gens recommandent ce qu'il y a de mieux. Donc, ce qu'on mesure, c'est la satisfaction client, quoi. Donc on a 4,8, 4,9 sur 5 sur toutes les plateformes avec des milliers d'avis. On mesure le niveau de recommandation de nos utilisateurs de façon hyper régulière. Et donc nous on opère en permanence avec plus de 70 de NPS sur tous nos produits. Donc c'est-à-dire en gros il y a les 3/4 de nos utilisateurs qui en parlent hyper spontanément autour d'eux dès qu'ils ont l'occasion. Et de la même façon, du coup, on a plein d'experts comptables qui sont eux aussi promoteurs en disant quand on met Indy dans les mains de nos utilisateurs, ils sont super contents. Tout ça, c'est gagnant-gagnant. Super, ça se passe comme ça. Après, on mise pas particulièrement sur une espèce de billard à deux bandes de qui amène quel utilisateur. Voilà, on essaie juste de faire les meilleurs outils. Encore une fois, mettre la barre très haut sur la qualité du produit, des tarifs attractifs en se disant on essaye de proposer la meilleure offre sur le marché sur chacun des segments. Et ensuite chacun trouve son chemin, quoi. Moi, je pense que les clients sont intelligents et ils savent regarder, comparer.
suis pas sûr qu'ils soient forcément en train de suivre bêtement exactement tout ce qu'on leur dit. Les experts comptables aussi connaissent bien les outils, connaissent bien la réputation des outils, etc. Et donc, ils sont souvent à même de savoir ce qu'ils ont envie de recommander selon les types de clients. Voilà. Donc, on fait un excellent produit, un excellent service. On essaie d'avoir 5 étoiles partout. On essaie d'avoir des bons tarifs. Et puis, avec ça, on espère que naturellement, les clients, ils viennent à nous. Et en pratique, c'est ça qui se passe, quoi. On a une très, très forte traction, une très grosse croissance, majoritairement organique, de gens qui viennent à nous parce qu'on leur a dit a priori c'est ce qui se fait de mieux, et donc tant mieux. Et encore une fois, la gratuité en plus, je trouve, lève des freins. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui hésitent à prendre une banque digitale parce qu'en fait ça coûte un peu plus, qui hésitent à prendre une application de note de frais parce que ça coûte un peu plus, qui hésitent à prendre un vrai outil de devis facture, et donc ils font ça sur Word, sur Excel, mais tout ça en fait c'est de la friction derrière, c'est fonctionné de façon hyper artisanale, et voilà, et ça sert pas l'utilisateur, ça sert pas l'expert comptable derrière parce qu'il récupère des dossiers qui sont quand même assez durs à traiter. Et donc en se disant franchement, les briques de gestion de base que tout le monde devrait avoir, parce que nous c'est ça notre vision, c'est de se dire, avec la digitalisation des usages, tout entrepreneur devrait avoir un outil de devis facture bien fait, devrait avoir un compte pro digital qui classe automatiquement les transactions, qui permet de mettre les justifs. Voilà, juste c'est les outils de base, quoi, que tout le monde devrait avoir aujourd'hui. En mettant ces produits gratuits, parce que on peut se le permettre, on a un modèle économique sain qui tourne à grosse échelle et qui fait que sur ces briques où on pourrait gagner 5 euros par mois, par ici, par là, mais on a décidé de pas le faire. On met à disposition gratuitement tous ces outils. Je trouve que ça participe quand même beaucoup à transformer les usages, à accélérer un peu la digitalisation du marché pour que tout le monde ait les bons outils et puisse opérer de façon confortable. Et voilà, et moi c'est surtout ça qui me drive, c'est d'essayer d'avoir un espèce d'impact sociétal fort, en se disant il y a un avant et un après, quoi. Grâce aux outils qu'on a créés, globalement, quasiment tous les entrepreneurs sont équipés des bons outils de notre époque pour faire tourner leur boîte et se concentrer sur ce qu'ils aiment faire, quoi. Vous avez combien de clients aujourd'hui chez Indie ? Aujourd'hui, on a plus de 100 000 utilisateurs en croissance très rapide. T'as la répartition justement des utilisateurs qui sont gratuits et VS ceux payants ? On communique pas dessus, mais les ordres de grandeur, c'est à peu près moite-moite, quoi. Ouais, donc ça veut dire que potentiellement, t'as moitié de tes utilisateurs qui vont avoir un expert comptable. Ouais, tout à fait. Si j'en déduis. Alors, pas systématiquement, parce que t'as aussi des auto-entrepreneurs qui parfois ont juste pas d'expert comptable et pas de besoin déclaratif. Mais on a vraiment de tout, quoi. Ouais, ok. Toi, vous êtes PDP, ça change quelque chose pour toi, tout ça ? Ouais, carrément. Du coup, nous, on est comme tout le monde, dans les processus pour le devenir. Et donc, du coup, au moment de la réforme, on garantit à tous nos clients qu'ils auront ce qu'il faut pour être prêts, quoi. Après, comme tout le monde, il y a les certifications. Il faut avancer petit à petit pour aller récupérer le coup de tampon. Mais ça va être une super avancée. Je pense que, tu vois, c'est dans la lignée de tout ce qu'on se dit, quoi. Il y a une digitalisation de ces usages. Ça va donner du confort à tout le monde. Et donc, je pense que cette réforme, elle est hyper puissante. Elle va donner du confort à tout le monde. Elle va mettre de l'huile dans les rouages. Et donc, ça va faire qu'à la fin, ça va être, de façon générale, beaucoup plus sain, beaucoup plus simple pour les entrepreneurs d'opérer leur business, quoi. C'est sûr que ça va obliger tout le monde à se fluidifier. En fait, c'est ceux qui hésitaient, tu vois, tu parlais d'Excel, Word. En fait, à un moment, t'as plus le choix, t'es obligé de prendre un outil. Et en même temps, quand j'en discute, tu vois, je sais pas si tu connais Stéphane Reynaud, qui connaît extrêmement bien la profession, etc. On a fait un podcast ensemble en début d'année, et il m'a ouvert les yeux, en fait, concrètement, sur le marché et la guerre que ça allait être de la PDP. Et du coup, avec tout ce que ça implique. Tu vois, comment tu vois cette ouverture au marché, parce que t'es rentré un peu dans ce marché, tu vois, avant qu'il y ait tout le monde qui vienne, parce que là, de ce que je comprends, et vu le nombre de PDP qu'il y a, tout le monde va venir sur la gestion. Comment toi tu vois le truc ? Je sais pas si je reprends le terme de guerre. Je pense qu'il y a beaucoup d'excitation sur le sujet, mais c'est normal puisque tu as un changement réglementaire qui est assez structurant. Donc il y a un monde avant, il y a un monde après. Il va y avoir une transformation. Peut-être je vais t'expliquer pourquoi je dis guerre. C'est que quand je vois les millions qui sont investis par différentes entreprises, aussi bien des très gros que des
plus petits qui veulent se faire une place, nécessairement il va y avoir une guerre économique, une guerre d'acquisition client, une guerre de communication, ou alors si je veux pas aller jusqu'à guerre, je dirais énormément d'actions pour aller faire de la captation client. Et tu vois, là on enregistre, on est fin janvier, j'ai reçu pas plus tard qu'hier un mail de Conto me disant au fait, vous savez ce qu'est la PDP, tu vois, un truc comme ça. Et donc c'est dans ce sens où je dis la guerre, c'est que quand j'en discute avec Stéphane dans l'épisode, lui il me dit qu'il y a toutes les banques, ou pas toutes, mais en tout cas il y a une partie des banques qui vont commencer la communication au mois d'avril, mais directement à destination du client. Et tu vois, c'est dans ce sens où mine de rien, ce qui se cache derrière la captation des flux, et donc ça m'amène sur le sujet, tu vois, du compte pro. Et donc c'est pour ça qu'en plus vous y êtes allé, on va creuser, mais tu vois, il y a un truc. Comment toi tu vois ce marché? Carrément. Donc ça pour le coup je reprends à mon compte. Donc en fait là où je dis c'est pas forcément guerre, c'est qu'en fait donc la réforme va faire que la technologie de facturation électronique va être globalement accessible à tous. Et donc je pense que on se visualise quand tu dis des millions d'investissements. Moi je sais pas si je vais reprendre à mon terme, parce que la marche pour devenir PDP, pour être capable d'opérer la facture électronique, c'est pas une marche qui est énorme. Et donc c'est ça qui fait qu'en fait il y a 70-80 personnes sur la ligne de départ, que tout le monde s'y met, etc. C'est qu'au fond la marche elle est pas si énorme que ça. Sinon il y aurait que 3 ou 4 acteurs qui loueraient ce Graal, et puis tout le monde irait les voir. Non mais en fait là tout le monde devient PDP, parce que finalement la marche est pas si haute que ça. Donc ce qui est sûr, c'est que bon, tout le monde fait cet investissement, mais je trouve ça coule de source, au sens où comme la marche est pas si énorme pour le devenir, tout le monde se dit pourquoi pas, je le prends aussi. Je suis plus à ça près. Voilà. Donc ensuite tu passes dans un monde où tout le monde a la capacité à être PDP. Et donc moi notre lecture du marché, c'est que il y a beaucoup de fantasmes sur la création d'un marché des PDP sur lesquels on va pouvoir gagner de l'argent, etc. Alors que moi, j'y crois pas du tout. Moi, je trouve que la barrière technologique, elle est assez faible. C'est pour ça qu'il y a déjà 70 PDP, si tu veux. Donc, en fait, ça veut dire que tout le monde peut devenir plus ou moins PDP. Quand on est à 70, voilà, il y a des technologies qui sont quand même beaucoup plus compliquées. Quand il y a des technologies qui sont beaucoup plus compliquées, souvent, il y a que 2 ou 3 acteurs qui ont fait l'investissement nécessaire pour y arriver. Si là, il y a déjà 70, c'est que c'est déjà une commodité en soi, quoi. Et donc, en fait, et donc nous, notre parti pris, c'est que l'accès à cette technologie PDP pour devenir éligible à la facture électronique pour les clients, et ce sera gratuit. Je pense qu'on ne sera pas les seuls. Donc il y a plein de gens, je pense, qui vont mettre à disposition la capacité pour les entrepreneurs d'être éligibles facture électronique gratuit. Bon, et à partir du moment où tu as un produit qui est potentiellement gratuit, qui va la facturer? Voilà. Donc après, on rentre dans un nouveau monde derrière qui est de se dire, si les use cases de base sont gratuits, est-ce qu'il y a matière à créer de la valeur? Et ça, c'est intéressant. Et donc, il y a plusieurs éditeurs qui ont communiqué sur la façon dont ils pourraient exploiter la facture électronique, et notamment avoir le détail granulaire des factures pour essayer de créer de la valeur pour l'expert comptable, pour le client. Peut-être, franchement, ça va être passionnant de voir si on arrive à faire émerger des cas d'usage, etc. Mais ça me paraît quand même d'ordre 2 par rapport à la réforme. La réforme, c'est juste, de base, les gens ne sont pas équipés. Après la vague, tout le monde sera équipé. Et cet équipement, ça va devenir un basics et une commodité. Ce sera proche d'être gratuit ou gratuit un peu partout. Ceux qui essaieront de le facturer, à mon avis, ça va poser un problème à un moment ou à un autre, puisque en face, il y aura des alternatives qui sont gratuites. Et donc, c'est pour ça que je pense que la guerre économique, en tout cas, n'aura pas lieu, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un marché à capter. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait tant de valeur que ça à extraire. Par contre, là où tu as raison, ça va être une guerre de communication. Et ça, je reprends à mon compte. Dans les 18 mois qui viennent, beaucoup de gens vont parler de facture électronique et de dire nous aussi on sait faire, nous aussi on sait faire. Ce qui est intéressant, et tu l'as pointé du doigt, c'est que ça accélère un tout petit peu la convergence entre le compte pro et la comptabilité, qui est une tendance, nous, à laquelle on croit depuis très longtemps et sur laquelle on est positionné. Pour des raisons très simples, quoi. C'est que quand tu demandes à un utilisateur c'est quoi ton monde idéal, et il dit si je pourrais avoir qu'une seule application plutôt que 2 pour pouvoir juste suivre ce qui rentre et ce qui sort de mon compte en banque et y associer les justificatifs, la catégorie et faire ma gestion du quotidien, ça a quand même beaucoup plus de sens que d'avoir 2 applications qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais je mets le justificatif d'un côté et puis je vérifie ce qui rentre de l'autre, quoi. Et il faut que je m'assure que ce soit interconnecté. Bon, les 2 sont possibles. Nous, d'ailleurs, on propose les 2. Tu peux utiliser Indy en synchronisant ton compte pro,
ou prendre le compte ProIndy et n'utiliser que le compte ProIndy directement dans l'appli de gestion. Et donc ça, c'est vrai que ça accélère un tout petit peu cette convergence parce que si tu as des banques qui se disent tiens, nous aussi on va faire PDP, c'est-à-dire que demain quand tu achètes un compte pro à l'agence bancaire du coin, en fait, elle te fournit aussi vraisemblablement la capacité à être facture électronique et donc sûrement un outil de Vifacture. Et donc en fait, ça va devenir rare avec le temps, d'ici quelques années, de pouvoir acheter un compte pro qui ne fournit pas à minima de Vifacture et la comptabilité. Et donc ça opère cette convergence, de se dire ces trois briques elles vont ensemble et ça a du sens pour l'entrepreneur d'avoir tout ensemble, de se dire tu as un outil de gestion qui contient le compte pro, qui contient la compta et qui contient de Vifacture. Et nous c'est ça notre produit gratuit, on l'a détouré exactement comme ça en disant tu as ces trois briques. T'es pas obligé de prendre les trois d'ailleurs, mais les trois en tout cas sont interopérables, se connectent entre elles. Et tout ça c'est gratuit. Et même avec la PDP, la facture électronique, ça restera gratuit. Parce qu'on pense que c'est ça un peu l'outil de gestion de base que tout indépendant devrait avoir, quoi. Et tu vois quoi du coup parce que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et en même temps, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tout le monde pour capter, parce que ça va devenir un outil de captation client. C'est dans ce sens, tu vois, où quand je vois les mails qui sont en train d'arriver, tu vois, moi je me mets en tant qu'entrepreneur, je reçois des mails de différents établissements bancaires qui me disent au fait, prends la PDP, ça va être plus simple. Tu vois, le message, il est ok, ça va être plus simple. Si je le prends, c'est gratuit, c'est 9 €, c'est 18 €, c'est 4, tu vois. Ça après, chacun son pricing. Mais le message, ça va être que c'est gratuit. Moi, je me dis, si c'est gratuit, c'est que je suis le produit, mais tu vas pas vendre mes données. Je crois pas, en tout cas, ça me semble un peu chaud de vendre des données bancaires. En tout cas, je serais pas forcément. Ou alors, il va falloir que je lise toutes les conditions générales de vente, mais ça, c'est un autre sujet. Ou je les passerai à l'IA. Tiens, alors ça nous ouvrira sur l'IA. Mais c'est quoi, toi, ta vision du coup des services complémentaires sur lesquels on va pouvoir s'appuyer de cette base de captation client? Ouais, je pense que les modèles gratuits, en pratique sur le marché, ils sont beaucoup plus installés que ce que tu décris. Si on regarde par exemple le marché de la banque en ligne, aujourd'hui dans les nouvelles générations, t'as la moitié des gens qui sont sur Boursorama, sur Revolut, sur Fortuneo, en perso. Ouais. Et est-ce qu'ils se disent tiens c'est gratuit, mais sûrement que ces acteurs vont revendre mes données à je sais pas qui. Non, le truc il est installé quoi. C'est des produits où la norme du marché, c'est qu'une banque en ligne, c'est gratuit et ça fournit toute une palette de services et ça change pas que ces acteurs, ils ont leur modèle économique qui est sain, quoi, qui passe pas par revendre des données. Non, c'est de la revente de financement, de placement de trésor. Voilà, une fois qu'ils ont le client sur la partie usage du compte courant, ils leur proposent d'autres services complémentaires. Certains les achètent, d'autres les achètent pas. Et à la fin, ils équilibrent leur modèle. Et donc nous, c'est globalement la même approche. Le produit de base, qui est un basique que tout le monde devrait avoir, il est gratuit. Et après, on est capable de proposer une palette de services complémentaires. Et donc, évidemment, il y a notre produit qui permet de faire les déclarations en self-service pour certains. Il y en a d'autres qui achètent d'autres produits. Petit à petit, nous, on étoffe cette palette de services pour se dire, les gens qui utilisent cet outil de gestion gratuit, on sera capable de leur proposer d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce qui va émerger? Je pense que les usages, ils sont à construire. Moi, encore une fois, ma philosophie directrice, c'est que c'est le client est roi, l'utilisateur est roi, c'est lui qui nous dit ce qu'il a envie de consommer ou pas, etc. Moi, je vois régulièrement des papiers où tu te dis, on fantasme des espèces d'usages, etc. Où tu te dis, mais jamais un client, lui, va vouloir acheter ça. Les réalités sont assez complexes parce que tu as des segments qui ont des usages très très différents. C'est ce qui rend le sujet passionnant, quoi. Vraiment, c'est pas du tout la même chose le quotidien d'un boulanger, d'un kiné ou d'un VTC, quoi. Et donc du coup, je pense qu'il faut être au plus près des usages des clients pour comprendre qui a besoin de quoi, qu'est-ce qu'on est capable de leur fournir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la technologie se commoditise, entre guillemets. C'est de plus en plus facile de bâtir de la technologie, c'est de plus facile de bâtir des outils puissants. C'est ce qui fait que nous, on est une seule belle PME, certes, mais voilà, on est une seule boîte et on est capable de proposer en même temps un compte pro qui joue parmi les meilleurs acteurs en France sur le sujet, un logiciel de compta qui est sûrement parmi les meilleurs en France sur le sujet, un logiciel de Vifacture qui est parmi les meilleurs en France sur le sujet, des outils déclaratifs, on a une offre de création d'entreprise, on arrive à avoir une très large palette de services et donc ça va crescendo, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer de plus en plus d'outils à des prix très attractifs parce que contrairement à il y a 10 ans, ça devient plus facile de bâtir du logiciel, ça devient plus facile de bâtir des bons logiciels et donc on est capable de proposer une large palette de services et du coup de trouver
un équilibre économique sain en disant certains outils sont gratuits. À la fois, en effet, parce que ça sert de produit d'appel, t'as raison. À la fois aussi parce que c'est notre vision sociétale, quoi, de se dire, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui opèrent pas avec ce genre de choses. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui se privent de ce type d'outil qui devrait être un basique parce que ça te simplifie la vie, quoi. Donc ça, c'est gratuit chez nous. Et ensuite, les services autour, eux, sont payants et sont des services complémentaires et qui nous permettent d'équilibrer le modèle. Mais vraiment, le parallèle avec la banque en ligne, je pense, est très parlant. C'est vraiment le même genre de modèle, quoi. Ouais, donc on peut se projeter sur du financement, de l'assurance, exactement, tous ces services qui pourraient correspondre à un indépendant. Et toi, tu vas tout mettre all in one. Exactement. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup des segments. Tu vois, c'est intéressant. Par exemple, si tu prends l'exemple du financement, t'as certaines activités qui ont un besoin de financement évident, et puis t'en as d'autres qui en ont beaucoup moins, parce qu'il y a des, je sais pas, si t'es consultant, bon, à part acheter ton ordinateur pour démarrer, t'as pas beaucoup de sujets d'investissement, donc proposer du financement à un consultant, mais tu vas lui proposer du placement de trésor. Par exemple, tu peux proposer d'autres services. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que tu rentres dans la complexité, dans la profondeur de chaque segment de marché a des besoins qui sont différents. Et c'est là où je te disais, je pense qu'il y a parfois des raisonnements qui sont trop simplificateurs parce que ils nient un peu cette complexité de ok, il y a plein de types de professions qui ont des usages qui sont différents, qui ont des besoins qui sont différents. Voilà, c'est ça à la fois la beauté de cette industrie et le travail qui doit être fait par chacun, c'est de se demander qui a besoin de quoi, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, qui est vraiment utile pour eux, qui a du sens pour eux, sachant que on est face à un univers de possibilités très large, et en plus, tu l'as teasé, déjà évoqué, en plus avec l'arrivée de l'IA et des large language models, là, les LLM, ça ouvre en plus la place à encore d'autres cas d'usage hyper révolutionnaires et qui peuvent encore accélérer les choses. Donc on vit vraiment, je trouve, un âge d'or des logiciels de gestion. C'est vraiment passionnant d'être au cœur de cette révolution, quoi. On fait une pause dans cet épisode pour parler de développement de cabinet. Vous connaissez Booster Digital ? C'est l'agence experte qui accompagne les dirigeants experts comptables dans la croissance de leurs entreprises, et déjà depuis plus de 6 ans. Stratégie de cabinet, pricing, création de l'identité visuelle, création du site web, animation des réseaux sociaux et développement commercial, on le fait et on le fait bien. Déjà plus de 45 cabinets satisfaits. Alors, pour découvrir comment on peut booster votre entreprise, c'est simple. Envoyez-moi un message sur LinkedIn avec la mention Accounting Business Club ou simplement IBC. Je vous offre une consultation stratégique de 30 minutes. Et tout de suite, revenons à notre épisode. On va ouvrir du coup la porte IA, mais la boîte tant qu'à 9 ans, c'est ça, grosso modo. On a été créé en 2016, ouais. Qu'est-ce que t'as vu comme évolution ? Parce qu'en 2016, alors t'avais potentiellement, on parlait pas d'IA, on parlait d'algorithmes, de machine learning, ouais, exactement. Ce qui est un peu la même chose quand j'en discute avec certains. Mais tu vois, c'était pas du tout, c'était à la limite pour matcher les opérations entre elles, quoi. Et vraiment, on n'avait pas cet échange. Donc il y a eu quand même 2-3 petits changements. Et toi, c'est quoi ta vision sur ces 9 dernières années tech et produits de tous ces changements ? Moi, je regarde surtout les années à venir. Je trouve ça très très excitant d'être là où on est maintenant, parce que je pense qu'en effet, t'as raison. Moi, je pense qu'il y a quand même 2 vagues, quoi. Nous, quand on débute, moi, je reviens de la Silicon Valley. À l'époque, tout le monde parle de machine learning. Machine learning, c'est comme un cas d'usage d'intelligence artificielle assez limité. Quand j'en parle à mes équipes pour simplifier et vulgariser, j'explique que c'est un peu de la statistique poussée dans ses retranchements, mais ça reste de la statistique. Ce qu'on a fait par exemple très très bien et qui a fait une partie de notre innovation au tout début quand on a commencé, c'est en effet la catégorisation automatique des transactions. Bon, et si on se le dit en langage vulgarisé, on dit à la machine, regarde toutes les transactions qui existent dans le passé et qu'on connaît déjà, et par similarité statistique, essaie de nous dire où va celle-là. Et donc c'est sûr que la machine, quand elle voit le 800 millième prélèvement URSSAF ou versement URSSAF, et commence à savoir que ça c'est les cotisations sociales, et donc elle est capable de le prédire, quoi. Donc l'enjeu, c'est juste d'avoir
un large dataset, un grand échantillon d'entraînement pour que la machine elle puisse trouver des transactions similaires et les classer, et un large échantillon qui soit bien classé, ce qui est souvent le petit défi de tout le monde et que nous on a la chance d'avoir parce qu'on a des centaines d'utilisateurs qui classent bien les transactions, donc par similarité la machine elle sait deviner les transactions, les taux de TVA, etc. Donc ça c'était un truc très puissant, très chouette à l'époque, mais c'est vrai que maintenant ça a quasiment 10 ans et c'est là-dessus qu'on s'est développé. Ça a apporté un premier levier d'automatisation. Et là, ce qui se passe avec les large language models, c'est quand même de la capacité à avoir des agents IA, donc des espèces de robots qui vont être capables d'exécuter des tâches relativement simples en autonomie. Voilà, une bonne analogie, c'est de se dire que c'est comme si on avait un nombre de stagiaires illimité. Donc tu peux pas leur confier toutes les tâches parce que tu vas pas faire tourner toute la boutique avec que des stagiaires à tous les étages. Mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de tâches qui peuvent être automatisées. Et donc évidemment, sur des sujets comme la comptabilité, c'est révolutionnaire, quoi. C'est quelque chose, c'est un cas d'usage de la comptabilité qui se prête très bien à ce type de technologie. Et donc moi, je suis hyper curieux, j'ai beaucoup d'appétit pour ce qui se passe. Moi, j'ai la sensation d'être au tout début d'une révolution industrielle et de se dire qu'on est au cœur du réacteur et qu'on va écrire l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule sous nos pieds. Comme voilà, l'invention de la machine à vapeur ou l'invention d'Internet, c'est du même ordre. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup d'appétit pour voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Nous, on passe du temps à réfléchir, à expérimenter sur ces sujets pour essayer de voir comment en fait on peut encore simplifier le quotidien des entrepreneurs, le quotidien des indépendants, en enlevant et potentiellement d'ailleurs le quotidien des experts comptables sur une partie en enlevant la part de tâches les plus fastidieuses, les plus basiques quoi finalement, pour que chacun se concentre sur le cœur de sa valeur ajoutée. Et donc pour l'entrepreneur, c'est de bien faire son métier, de faire ce qu'il aime. Pour l'expert comptable, c'est de se concentrer sur le conseil à valeur ajoutée, l'accompagnement, et pas la saisie et les petites tâches besogneuses. Ouais. Donc moi, je trouve ça passionnant d'être là. Et c'est fascinant parce que la technologie, on sent que c'est une révolution en cours. Et donc tous les 3 mois, tous les 6 mois, il y a des changements de paradigme de la technologie. Ça bouge vraiment très très vite. Et donc ça, c'est hyper excitant. Là, c'est plus ma casquette de product manager, de concepteur de logiciels qui parle, mais je trouve ça fascinant. Ouais. Vous développez en interne le modèle, vous utilisez Mistral pour la jouer française, Llama, OpenAI. Alors nous, on a toujours été une approche que je dirais pragmatique, c'est-à-dire que tous les développements sont réalisés en interne et en même temps les briques technologiques dont on a besoin, on les loue. Et donc en l'occurrence, on est sur du OpenAI, mais on a une capacité à changer de modèle de façon assez simple. Et donc, en effet, on loue différentes briques, différentes technologies. Moi, j'ai toujours décrit mon métier plus comme d'éditeur logiciel, comme un métier d'assembleur, voilà, comme un constructeur automobile. Il se préoccupe pas de savoir si l'amortisseur c'est du Valeo ou si c'est fait en interne. L'objectif c'est d'assembler une belle voiture. Nous on essaie d'assembler un bon logiciel. Et c'est vrai qu'il y a certaines pièces, certaines briques du logiciel qu'on va louer à des personnes qui les font très bien et qu'on va prendre en l'état. Et voilà. Et donc on assemble avec les technologies qui sont à disposition. On essaie de prendre ce qui marche le mieux. Et voilà. Et on a déjà des super résultats sur. Sur quoi tu l'as intégré là par exemple? Nous aujourd'hui on est en production sur le service client et l'accompagnement des utilisateurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de questions relativement simples, l'utilisateur du coup va avoir une réponse en temps réel de super bonne qualité, ce qui est assez révolutionnaire parce que nous on a toujours privilégié un accompagnement par live chat parce que on pense que les entrepreneurs ils n'ont pas beaucoup de temps et donc quand ils ont une question qui se pose ils veulent la réponse rapide. On sait avec nos équipes en interne, répondre en moins de 2 minutes. Mais en fait, 2 minutes, c'est potentiellement déjà long. T'es sur un live chat, t'attends, tu vois, ces 2 minutes, elles te paraissent longues, quoi. Et donc, du coup, être capable, en 10-20 secondes, d'avoir la bonne réponse tout de suite, qui cite ses sources et qui te donne la réponse, c'est révolutionnaire. Et d'ailleurs, quand on pose la question aux clients et qu'on leur demande la satisfaction sur l'expérience, le chatbot, l'IA, a une meilleure satisfaction que nos équipes, alors que nos équipes, elles ont déjà des niveaux de satisfaction qui sont
extrêmement élevé, mais c'est imbattable en fait d'avoir la réponse parfaite à ta question en 15 secondes. Georges le robot est de retour, quoi. Oui, d'ailleurs en interne parfois on l'appelle Georges aussi. Bah oui, là ok, ce que tu me dis là, c'est ça quoi. En fait, c'est que tu as ton petit chatbot surchargé à OpenAI sur une base de data. C'est quoi, je peux discuter à la fois sur les datas de mon entreprise mixées avec de la réglementation, mixées avec du conseil. Ça c'est devant nous, on est en train de faire des tests là-dessus pour vraiment l'adapter exactement à ton contexte. Pour le moment, on se concentre vraiment sur les questions les plus classiques. Indépendamment du contexte exactement de l'entrepreneur, parce que en fait, il y a pour les gens qui fonctionnent en autonomie, il y a des poncifs, il y a vraiment des questions qui reviennent un peu tout le temps, qui sont un peu des grands classiques, des questions qu'on se pose. Souvent, on les a documentées dans des FAQ, dans des articles de blog, etc. Donc la connaissance, elle existe, mais elle est juste difficile à atteindre pour l'utilisateur qui n'a pas envie de fouiller et chercher. Et donc le chatbot, il aide à faire ce lien finalement. Il aide à synthétiser la bonne réponse et citer les sources en disant bah ouais, si vous voulez vérifier, vous pouvez voir, c'est ici dans les FAQ, c'est ici dans l'article de blog. Et donc ça c'est exceptionnel, mais sûr c'est le basique. Pour moi, c'est un peu l'étage zéro de ces technologies. C'est déjà de bien faire l'accompagnement client, mais c'est quoi l'étage 1, 2, 3 pour moi, c'est d'opérer des tâches unitaires, des tâches de base de traitement documentaire, de traitement de documents en autonomie. Vraiment, comme tu donnerais à un stagiaire ou des tâches un peu de base, dire tiens, tu prends ce document, tu vérifies tel montant, tiens, tu vérifies que ça, tu le mets là, et donc voilà, le traitement documentaire, l'analyse de documents, la comparaison entre plusieurs montants, il y a plein de tâches unitaires comme ça qui peuvent être faites par une intelligence artificielle. Et après, il faut orchestrer tout ça. Donc, on a besoin de logiciels, d'intelligence, et pour avoir finalement construire cette petite usine où il y a plein de petits robots qui savent faire différentes tâches. Il y a aussi souvent des humains dans la boucle. C'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'il y a une problématique d'arriver à faire collaborer au mieux possible les robots, l'IA et l'humain, parce qu'on a besoin d'humains dans la boucle pour faire plein de vérifications à différents endroits, etc. Et faire le meilleur des deux mondes, quoi, avoir une espèce d'humains un peu augmentés qui, grâce à toutes ces technologies, sont capables de faire 10 fois plus, parce que les tâches les plus basiques, les plus besogneuses, elles sont faites en automatique, et eux, l'humain se charge d'orchestrer. Donc c'est vraiment l'analogie avec l'usine, je pense, c'est pas mal comme aujourd'hui, on a des usines où il y a moins de monde, mais des agents de plus en plus spécialisés. Bon, bah, c'est vers ce monde-là qu'on se dirige, mais pas dans la production manufacturielle, mais cette fois dans le monde des services, quoi. Et quand tu parles d'humain, c'est quoi? C'est des équipes chez toi? C'est le client lui-même qui va gagner du temps pour faire des tâches à plus forte valeur ajoutée? Dans les cabinets, c'est les collaborateurs de l'expert comptable, et chez nous, c'est le client. Parce que en fait, nous, quand un client décide de faire la comptabilité en autonomie, d'une certaine façon, c'est lui-même qui fait les tâches qui sinon seraient faites dans un cabinet. Être faites par des agents que vous allez. Et donc, nous, en ajoutant de l'automatisation sur ces tâches, on simplifie encore le quotidien de l'entrepreneur, et donc on lui rend encore plus accessible ce mode de fonctionnement où il peut être autonome sur sa comptabilité et ses déclarations. Donc, quand on voit les 9 dernières années, c'est quoi ta courbe d'accélération? Parce que là, tu vois, en 2025, ça fait 2 ans et demi qu'on est dessus. Ouais, mais en fait, on est au tout début. Nous, on pense vraiment, on est au tout début de l'histoire. Au tout début, on s'appelait robot comptable, et c'est en train de se passer. C'est-à-dire, quand on se disait au tout début, la comptabilité a vocation à être automatisée, la tenue comptable a vocation à être automatisée. Peut-être que ça prend un tout petit peu plus de temps que ce que certains avaient dit en 2015. Mais en fait, du coup, on y arrive, et c'est l'affaire de 2, 3, 5 ans. La facture électronique a été repoussée, mais en fait, la réforme arrive, et ça va jouer aussi un rôle. Et donc, en fait, cette automatisation, elle va crescendo. Et donc, du coup, notre vision initiale de se dire, à la fin, nous, on pense qu'il y aura sûrement 50% des gens qui voudront passer par un expert comptable et 50% des gens qui vont fonctionner en self-serve. Encore une fois, pas sur les PME, parce que les PME, ils ont besoin d'un expert comptable, mais sur les indépendants. Avant qu'il y ait un salarié. Voilà, tant qu'il n'y a pas de salarié. En fait, elle est en train d'advenir, parce que ce qui freine cette évolution, c'est que c'est fastidieux, quoi, de tenir en autonomie sa comptabilité. Et ce qui accélère cette transition, c'est l'automatisation des tâches, c'est la fluidité de l'expérience. Et donc, du coup, les LM et tout ce qui est en train de se passer accélère cette transition. Ça va être de plus en plus simple, en fait, de tenir en autonomie sa comptabilité et ses déclarations grâce à toutes ces technologies. Et donc, je pense qu'on est au tout début de notre histoire. D'une certaine façon, on a semé une première graine, on a bâti une première base, quoi. Mais avec ces technologies,
La promesse, c'est vraiment de pouvoir équiper des centaines de milliers de clients, tout en encore une fois dans une logique où il y a de la place pour tout le monde sur ce marché. Encore une fois, il y a des utilisateurs qui veulent déléguer leur comptabilité, il y en a d'autres qui veulent le faire en self-serve, mais sur le self-serve, on va aller crescendo, ça va être de mieux en mieux. Et après, le fait que, en effet, ChatGPT intervient dans le monde du grand public, on va dire, il y a 2 ans, et on a l'impression que peut-être c'est un peu long que ça arrive, mais c'est toujours un peu comme ça, ces vagues technologiques, c'est qu'au début, c'est plutôt dans les labos de recherche, et puis dans les phases de R&D, dans les entreprises. Et en fait, là, on voit des choses qui sortent en production, mais tout s'accélère et va de plus en plus vite, les technologies sont de plus en plus matures, les gens parlent entre eux, donc on sait maintenant ce qui marche pas, et on peut gagner du temps. Et donc en fait, la mise sur le marché de ces technologies va s'accélérer dans les 12-18 mois qui viennent. Et je pense que si on se reparle dans 18 mois, on va avoir des transformations très très matérielles de certaines industries. Voilà, c'est en cours et c'est... On va se reparler dans 18 mois. Voilà, tout est dans l'antichambre, mais c'est en train de sortir un peu partout. Et donc je pense que là, c'est vraiment la période la plus excitante. Et tu vois, rendez-vous pris dans 18 mois. Avant de partir, on se note le rendez-vous, mais... quand je discute avec certains éditeurs, pas forcément que dans la compta, et qui intègrent du coup CLLM, ça soulève un sujet quand même de modèle économique, parce que mine de rien, chaque requête, chaque fois que je vais envoyer une demande, chaque message, tu vas pas me répercuter le coût tout de suite, mais toi je sais que tu payes. C'est d'ailleurs, tu vois, sur OpenAI qui vient de dire que chaque abonnement à 20 euros, ils perdent de l'argent dessus, et je dois vous avouer, Sam, si vous nous écoutez, on sait jamais que peut-être que vous perdez un peu d'argent sur mon compte, mais tu vois, c'est pas tenable le modèle économique. Du moins, c'est un modèle qui est grand public, comme ça, moins tout le monde joue avec, on prend les habitudes. Toi, est-ce que tu vois comment tu surveilles ça, tu vois, chez Indie, potentiellement ça va avoir un impact, tu vois, alors, modèle freemium, payant, peut-être qu'il faudra accéder au payant, peut-être que les prix vont évoluer. Comment tu vois le truc? Moi, je suis très optimiste sur ces questions. Je trouve que quand tu prends l'histoire des révolutions industrielles, etc., ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours un moment où il y a beaucoup d'investissements, où on se dit, mince, est-ce que le truc va s'équilibrer? Je sais pas, que ce soit la révolution du rail, de la vapeur, de l'informatique, on se dit, mais ces énormes machines IBM, qui va payer le coût, etc. Et puis aujourd'hui, t'achètes un ordinateur pour 200 € à la Fnac, et puis ça fonctionne, et on en a tous un dans la poche. Donc en fait, il faut laisser le temps à la technologie pour mûrir et que les coûts s'optimisent. Mais il y a pas de film où t'as un agent IA qui est capable de faire des tâches que faisait un humain. Quand tu connais le coût du travail, il n'y a pas de tâche où c'est pas beaucoup moins cher que de fonctionner de façon artisanale. Et après, c'est leur job. C'est le job des modèles fondationnels comme OpenAI ou Mistral de trouver le bon équilibre économique pour proposer la techno au bon coût. Nous, on est clients, on regarde les offres et on prend le meilleur rapport qualité-prix, quoi. Et nous, en tout cas, à notre échelle, la facture, elle est équilibrée, saine. Enfin, c'est un gain qui est très matériel pour tout le monde, ouais. Donc voilà, moi je pense que ce qui a de la valeur se paye, et que le coût de la technologie va toujours vers le bas, s'optimise très très vite. Et donc j'essaie de me concentrer plutôt sur les opportunités que sur les freins, ouais. T'as une grosse culture client, grosse culture produit, grosse culture service. Qu'est-ce qui, selon toi, avec toutes les transformations qu'on vient évoquer, tu vois, qu'est-ce qu'un cabinet devrait changer par cette culture pour apporter ce même NPS dont tu parles, cette même satisfaction client? Le constat, il est simple. T'es rentré sur le marché parce qu'il y avait une insatisfaction client. D'autres rentrent sur le marché parce qu'il y avait une insatisfaction client. Le marché est en train de se transformer. La tech pousse l'indépendance, le self-service des clients. Qu'est-ce que toi, avec ta vision et ta connaissance du marché, à la fois entrepreneur et à la fois expert comptable et tech, on peut recommander aux experts comptables un début, quoi, de commencer pour améliorer le service, pour se transformer? Ouais, alors moi je serais très humble sur le sujet. Nous, on a cette volonté d'excellence, et c'est très ancré dans la boîte et dans on essaie de fournir un excellent service, un excellent produit, avec tous les avis qui vont avec. Mais c'est à notre échelle, sur notre sujet, et du coup c'est pour faire 10 fois mieux que les solutions qu'on remplace, qui sont le Ciel, le EBP, les logiciels self-serve qu'on achetait avant à la Fnac, et ce qui n'empêche pas qu'à côté de nous, il y a plein d'experts comptables qui fournissent un excellent service, qui sont largement plébiscités, recommandés par leurs clients, et donc
voilà, je n'opposerai pas les deux. Non, et du coup, moi, je connais pas. Conseil. Et moi, mon conseil, je déjà très humble, parce qu'en fait, moi, je connais pas bien le monde des cabinets comptables, parce que je passe peu de temps dans les cabinets comptables. Moi, je passe plus de temps dans des cabinets médicaux à regarder comment travaille un kiné, comment il fait sa comptabilité. Mais alors, qu'est-ce qu'un cabinet qui travaille avec les BNC, on va dire, les professions médicales, doit amener dans son offre maintenant pour évoluer, tu vois? Moi, je pense que ouais, encore une fois, je suis pas très inspiré parce que moi, j'ai l'impression que les BNC qui nous rejoignent sont d'abord inspirés par le fait qu'ils veulent avoir la main dessus et qu'ils se sentent de le faire en self-serve et que c'est ça qu'ils souhaitent. Bon, nous, on fournit très bien ce service, on a un niveau d'excellence et de satisfaction qui est énorme là-dessus. Et on a des BNC qui nous disent, moi, franchement, j'ai fait toutes ces études, c'est pour pas m'embêter avec tout ça. Et donc, je passe par un expert comptable. Et l'immense majorité sont très satisfaits de leur expert comptable. Donc, voilà, de mon poste d'observation, j'ai assez peu de granularité et de finesse pour savoir qu'est-ce que les cabinets pourraient faire de mieux. Voilà. Donc, vraiment, en toute humilité, c'est un monde que je connais pas très très bien. Nous, on passe beaucoup de temps à se dire comment nous on peut faire bien notre service. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On a, je pense, même un niveau d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes qui parfois peut être démoralisant, parce qu'on se dit même quand on est là, on veut toujours faire plus, on veut toujours faire mieux, un peu comme un sportif de haut niveau qui se challenge en permanence. Et donc voilà, nous on considère que c'est beaucoup une bataille contre nous-mêmes, de se dire sur les petits sujets de frustration, parce que même quand tu as 75% des gens qui te recommandent les yeux fermés, quand tu tends des micros, il y a des gens qui disent ça on pouvait faire mieux, ça vous pouvez faire mieux, ça vous pouvez faire mieux. Et donc voilà, on passe l'essentiel de notre temps là-dessus. À nouveau, c'est passionnant parce qu'on a des enjeux d'industrialisation, d'automatisation. C'est à l'échelle de centaines de milliers d'utilisateurs, donc il faut les faire les choses de façon très 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 fine, quoi. Mais par contre, je serais hyper mal placé, je pense, pour donner des bons conseils à nos amis experts comptables. J'ouvre, parce que le temps file un peu, mais j'ai encore un peu de temps, j'ouvre une petite page marché. J'entends que tu es très focus sur votre boîte, votre service, vos clients, comment tu délivres. Et en même temps, tu viens d'évoquer que tu as au début Ciel et EBP qui étaient tes principaux concurrents. EBP qui a été racheté d'ailleurs par Cégide. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Et surtout, qui tu vois en compétition, le marché ayant changé au cours des 2 dernières années, qui tu vois en compétition sur les 5 prochaines? Ouais, c'est une excellente question. C'est une question toujours assez troublante parce que bon, quand on discute avec nos partenaires ou avec nos investisseurs potentiels, etc., ils nous disent mais c'est quoi la compétition? Et on est souvent quand même un peu sec sur cette question parce que on a choisi un parti pris, encore une fois, de faire la nouvelle génération en effet des EBP et des Ciel. Et du coup, objectivement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font ça sur le marché. En tout cas. En tout cas, tu vois, nous, aujourd'hui, on est une société de plus de 300 personnes avec 100 000 utilisateurs. Et donc, à cette échelle, avec la palette de services qu'on fournit, c'est dur de citer un concurrent précis. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire notre principal concurrent, souvent, c'est nous-mêmes. La bataille, elle est d'abord contre nous-mêmes, de bien fournir le service. Bien sûr. Et après, moi, pour répondre à ta question... parce que je vais y revenir. Nous, le sujet sur lequel on passe pas mal de temps, c'est essayer de comprendre comment cette dynamique de convergence, elle va s'opérer, notamment avec en effet les acteurs bancaires qui, via la PDP, mettent un peu la main dans l'engrenage vers ces logiciels de gestion. C'est quoi l'avenir, tu vois, si on ferme les yeux et qu'on essaie de se mettre dans 5 ou 10 ans? Qu'est-ce que propose une banque dans toutes les agences au coin de la rue? Qu'est-ce que propose une banque en ligne? Qu'est-ce que nous on propose? Et dans quelle mesure c'est vraiment exactement la même chose? Où sont les différences? Quels sont les sujets où on peut collaborer? Quels sont les sujets où on va être naturellement en compétition? Voilà, ça c'est des sujets hyper intéressants. Il y a une forme de collaboration, compétition, parce qu'en fait, on a toujours les 2 modes opératoires. On a une large partie de nos clients qui connectent leur compte en banque à Indy et donc ils gardent bien une banque et un logiciel de gestion et ça leur va bien comme ça et ils veulent pas bouger de ça. On a des clients qui font le tout en un et qui disent franchement c'est extraordinaire d'avoir au même endroit ma banque, mon IBAN, ma carte bancaire Indy et ma compta Indy et tout ça communique ensemble et c'est fluide. C'est encore mieux en termes d'expérience client. Mais les 2 mondes vont cohabiter. On n'imagine pas 100% des gens qui disent bon vas-y moi je vais prendre mon compte pro Indy gratuit et je vais abandonner ma banque. Et donc comment tout ça va converger? Ça c'est vraiment intéressant.
parce que je vois pas un monde où il y en a un qui remplace l'autre, et donc tout ça va cohabiter. C'est-à-dire que du coup, il va y avoir une convergence entre ces modèles. Voilà, ça. Mais alors, est-ce que j'ai une réponse précise? Moi, je pense que tout ça va cohabiter. Nous, je pense que et moi, je me trouve du bon côté de l'histoire entre guillemets, c'est-à-dire que on est quand même. Enfin, je pense que on a lancé le compte pro en janvier dernier, donc on fête ces 1 an là. Ouais, janvier 24, ouais. Voilà. Aujourd'hui, on opère avec un NPS supérieur à 70 sur le compte pro, donc ça veut dire que, encore une fois, on a un niveau de satisfaction qui est extraordinaire. L'immense majorité de nos utilisateurs en parlent autour d'eux de façon hyper spontanée en disant que le produit est génial. Et donc d'une certaine façon, on est déjà au moment où on a un excellent logiciel de gestion et un excellent compte pro. Et donc on y est dans cette vision du 2 en 1. Là où je me dis que ceux qui ont le chemin inverse à faire, et je me mets dans les bottes des acteurs de la banque, ils ont un compte pro qui est bien, mais qui ne sont pas exceptionnels, ils n'ont pas 70 de NPS. Tu parles des banques Des banques traditionnelles. Et d'un coup, ils se disent, on va faire PDP, peut-être on va lancer des outils de gestion. Ah, il y a un peu de boulot quand même. Et donc, est-ce qu'ils vont réussir à faire cette marche assez vite, assez fort, ou est-ce qu'on a vraiment un énorme temps d'avance? Moi, je pense en tout cas, nous, on est bien placés aujourd'hui. On a un gros temps d'avance. À nous de bien s'en servir pour bien jouer notre partition. Mais voilà, je trouve ça plus un peu pour se dire, le logiciel de gestion, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de choses à maîtriser. Et en fait, par des évolutions technologiques récentes, le compte pro, c'est devenu une commodité. En fait, c'est finalement pas si compliqué aujourd'hui d'avoir un IBAN, une carte bancaire. De plus en plus d'acteurs le proposent. Et donc, du coup, ça devient plus un truc extraordinaire. Pour nous, c'est presque une feature, c'est une fonctionnalité, quoi. T'as un outil de gestion, parmi les fonctionnalités. D'ailleurs, tiens, on a un IBAN et une carte bancaire, si tu veux. Pour les banques, quand on s'inverse, s'il faut construire un outil de gestion, là, il y a pas mal de boulot, ouais. Donc, je pense quand même qu'on est du bon côté de l'histoire et que la convergence, elle va plutôt se faire autour des outils de gestion qui proposent une fonctionnalité bancaire, plutôt que d'imaginer des banques qui deviennent d'un coup éditeurs de logiciels de gestion. C'est un peu ce que Shine ce que Société Générale a raté, je sais pas, mais enfin, c'est le merge qui s'est mal passé ou qui s'est pas passé comme prévu, quoi. Dans le principe. Ouais. Il y a beaucoup à dire. Ouais, je sais pas. Nous, ce on a fait une petite blague sur le sujet. Je sais pas si ça a été bien perçu, mais Société Générale a annoncé la vente de Shine, et 3 mois plus tard, ils ont annoncé que Boursorama lançait une offre compte pro gratuite. Bon, c'est un peu cousu de fil blanc quand même, qu'ils se sont dit, bon, on a Shine et Boursorama, on ne peut pas garder les deux, on se sépare d'une et on mise sur Boursorama. Mais je pense qu'ils sont pas, voilà, Société Générale, ils sont pas sortis du marché des comptes pro. Ils préfèrent y aller avec la marque Boursorama qu'avec la marque Shine. Okay, c'est comme ça que je lis la situation. Mais ok. Mais moi en fait, je faisais plus le parallèle de ce que tu me dis, c'est les acteurs historiques auront du mal parce que pas toujours la même culture, pas toujours le même poids aussi. À mon avis, c'est plus simple en partant de zéro. C'est comme quand tu veux recréer un cabinet, si tu veux changer totalement tes offres, c'est plus simple quand tu pars de zéro parfois. Ouais. T'as pas le poids de l'historique, la legacy. Après, il faut rester humble. En face, il y a aussi un très gros réseau de distribution. Ils ont des agences à tous les coins de la rue. Donc, gros pouvoir marketing, quoi. Donc, quand tu shootes à toute ta base client, parce que t'es historique, tu leur dis, tiens, en fait, prends-moi moi. Et beaucoup de puissance financière, des marques très installées. Donc voilà, donc c'est une belle bataille, un très très beau sujet. En fait, je t'amenais sur ça parce que je trouve que ce qui a changé entre ton début je me revois à la Fnac, tu vois, avec vraiment, on a le même âge, donc tu vois, je me revois aller à la Fnac et voir ces logiciels, ces CD-ROM, et maintenant, j'ai l'impression que c'est le compte pro qui est devenu accessoire et en même temps nouveau combat. C'est-à-dire qu'en face, tu vas avoir du Conto, tu vas avoir toutes les autres néobanques. Tu vois, là, je suis en train de voir Revolut Business qui est en train d'arriver pas mal sur le marché français avec une offre sexy aussi en expérience utilisateur. Tu vas avoir Penny Lane qui met son compte pro. Tu vas avoir Time avec son compte pro, pareil. Et tu vois, j'ai le sentiment que d'éditeur, vous êtes passé à éditeur augmenté, compte pro. Mais parce que le compte pro, en fait, c'est au final, c'est que t'es au cœur du flux, quoi. Si t'as le flux bancaire, après derrière, tu peux dérouler tout le reste. On peut le faire sous cet angle, en effet, plutôt un angle un peu stratégique, etc. Moi, du coup, tu as commencé à dire que je radote. Ma vision, c'est que c'est une vision centrée client, et c'est que le client décide et le client est roi. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand tu poses la question à un client, lui, il te dit,
Non, mais évidemment que j'ai envie d'avoir les deux trucs au même endroit, c'est évident. Et donc en fait, qu'est-ce qui fait que ça fait pas 20 ans que quand tu as un logiciel de gestion, on te fournit pas la carte bancaire qui va avec pour pouvoir mettre les justificatifs, rapprocher les flux? C'est juste une barrière technologique. C'est juste que si je t'avais dit il y a 15 ans, non mais moi en tant que client, j'aimerais bien avoir mon logiciel de gestion et mon compte bancaire au même endroit, on t'aurait ri au nez en disant non mais mec, construire une banque, c'est pas un détail, tu vois. Enfin, on va pas pouvoir faire ça, etc. Donc en fait, les deux mondes sont restés séparés parce qu'il y avait une espèce de barrière technologique. Cette barrière technologique, elle a sauté pour deux raisons. Un, il y a eu un changement réglementaire qui fait qu'il n'y a plus besoin d'être établissement bancaire pour avoir un RIB et un IBAN. Il suffit d'être établissement de monnaie électronique qui est beaucoup moins contraignant. Et deux, du coup, il y a des acteurs qui ont surfé sur cette nouvelle réglementation pour fournir les briques technologiques dont on a besoin, nous, auditeurs, pour bâtir l'équivalent d'une banque, donc un RIB, une carte bancaire. Et donc, du coup, ça devient une commodité. D'un coup, c'est ce qu'on disait sur la technologie, d'un coup, se dire, tiens, est-ce que nos clients nous demandent d'avoir un RIB, une carte bancaire, est-ce qu'on pourrait faire ça? Ouais, on peut faire ça, on prend quelques mois, on s'y met et on le fait. Et donc, à partir du moment où le client en a besoin, et que la technologie est disponible, bah tout le monde le fait. Enfin, tu vois, ça coule de source, ça apparaît sur nos roadmaps. On se dit, bah ouais, les gens en ont besoin, la technologie est disponible, on y va. Et donc du coup, naturellement, tout le monde va le faire. Est-ce que du coup, ça rend le compte pro un truc hyper stratégique, etc. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Ça commoditise ce besoin. Tout le monde va l'avoir. Ça coûte pas cher. Chez nous, c'est gratuit. Chez Revolut, c'est gratuit. Chez Boursorama, c'est gratuit. C'est une technologie qui va être gratuite. Tant mieux, tout le monde aura accès à cette technologie, elle a été commoditisée et donc du coup finalement la valeur n'est plus là. La valeur n'est plus là, ça devient simple pour tout le monde d'avoir un IBAN, une carte bancaire, tout le monde va l'avoir. Et donc c'est pas là que se situe la bataille. La bataille du coup elle se situe plutôt sur l'excellence des outils de gestion, la comptabilité, etc. Tant mieux pour nous, tant mieux pour les acteurs non bancaires. Et c'est vrai que ça challenge un tout petit peu les banques. Ouais, ça oblige tout le monde à repenser les banques, les écosystèmes autour, à repenser les modèles d'affaires. C'est ultra passionnant et ça va très très vite. On arrive sur la fin. Là, c'est plus, tu vois, là c'est toi qui m'intéresse côté perso. Tu passes d'une boîte de 0 à 300 avec 3 levées de fonds, 4 levées de fonds, 3 ou 4 4 levées de fonds en tout, ouais. 4 levées de fonds en tout, ce qui pose la question de la 5e ou pas, bourse ou pas. Bon, je t'amène pas dessus maintenant, rendez-vous dans 18 mois, voilà, il se sera certainement passé des trucs. Mais toi, comment tu fais pour driver ça? T'avais une petite expérience entrepreneur, mais ça reste quand même ta première vraie boîte. T'es toujours CEO sans avoir passé la main ni rien. C'est quoi t'as des ressources? Comment tu fais? Bah, je pense que c'est le cœur du travail d'un CEO de start-up qui devient maintenant même scale-up comme on dit dans le jargon, d'entreprise en très forte croissance. C'est beaucoup de travailler sur son développement personnel pour être capable d'accompagner la croissance de la boîte, parce que du coup, opérer en tant que CEO une boîte de 15, une boîte de 50, une boîte de 150 ou une boîte de 300, bah, c'est pas du tout le même métier et il faut se réinventer à chaque fois. Il y a un travail en fait du coup pour bien s'entourer, passer beaucoup de temps à lire, se former, beaucoup d'humilité, de se dire que voilà, il faut se réinventer à chaque fois. Et donc ce que tu pensais être une certitude quand tu étais 50 n'en est plus du tout une quand tu es né 150 et il faut savoir se réinventer. Moi, c'est la partie la plus passionnante du job, je trouve, c'est vraiment de me développer et d'arriver à accompagner cette transition au fur et à mesure. Et donc, tous les jours, on prend des leçons. Parfois, des leçons un peu dures et tu dis, OK, ça, je ne le referai plus. Et du coup, se développer pour accompagner la boîte. On a la chance d'être, je sais pas comment on compte, mais on va dire la 3e, 4e génération d'entrepreneurs qui vivent ce scale. Et donc, en fait, il y a beaucoup de leçons qui existent. De plusieurs générations d'entrepreneurs dans la Silicon Valley qui nous ont transmis des leçons, et même des entrepreneurs français qui aujourd'hui sont déjà passés par là et peuvent transmettre ces leçons. Et donc je pense qu'on est beaucoup plus privilégiés que la première génération de scale-up qui eux étaient complètement à tâtons et exploraient des mondes qui étaient beaucoup moins connus. Donc voilà, donc c'est passionnant, c'est un sujet de formation continue, et puis au fur et à mesure de savoir bien s'entourer. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es encore 15 ou 50, il y a beaucoup de choses qui reposent sur tes épaules. Et donc là, c'est vrai qu'il faut beaucoup miser sur toi, ta formation pour arriver à se développer. Une fois que tu es 300 personnes, en fait, tu as une équipe qui t'entoure, qui est hyper puissante, avec des gens qui sont bien meilleurs que moi sur chacun des sujets. C'est un des enjeux
des levées de fonds. Les levées de fonds, c'est pas une fin en soi, c'est des moyens pour développer un projet, développer une vision. Et donc, ces levées de fonds, elles permettent de nous donner beaucoup de moyens pour structurer la boîte un petit peu en avance de phase. Et donc, du coup, on a la chance d'avoir une équipe hyper puissante autour de moi. Et du coup, je pense 1-2 temps d'avance dans la structuration de la boîte par rapport à notre taille aujourd'hui. Et donc voilà, bien s'entourer et bien observer, tirer les leçons au fur et à mesure qu'on vit l'expérience. Mais c'est ça qui est passionnant. Tu vis l'aventure et t'écris l'histoire de la boîte pas après pas, sans forcément voir la suite. Moi, ce que je trouve le plus excitant. T'as une ressource, tu parlais justement de livres, ressources, podcasts, vidéos, tu vois, qui t'a accompagné, qui t'a marqué? Français, anglais, comme tu veux. Ouais, ça dépend beaucoup des thématiques. Sur chaque thématique, il y a quelques ressources passionnantes. Sur la partie management, organisation de la boîte, moi j'utilise beaucoup The 5 Dysfunction of a Team, qui est une espèce de fondation sur comment on fait bien de la collaboration et que du coup on produit ensemble de l'innovation, de la collaboration saine. Il y a tout un thème sur éviter le syndrome de la grande boîte, voilà, qui est un truc qui me parle beaucoup. On essaie de rester une start-up à l'échelle de 300 personnes et fuir ce syndrome de la grande boîte. Excellent bouquin. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Creativity Inc., qui est le bouquin un peu autobiographique du fondateur de Pixar, qui décrit aussi très bien ces dynamiques de collaboration dans la créativité. Il te montre comment ils arrivent à faire des films exceptionnels et comment ils organisent la collaboration pour vraiment cranter le niveau et faire en sorte que chaque film de Pixar qui sort, ce soit un petit bijou, là où d'autres cultures sont dysfonctionnelles de ce point de vue-là. Et c'est passionnant parce qu'à la fin, il reprend les rênes de Disney, qui était devenu complètement dysfonctionnel, qui n'arrivait plus à sortir un dessin animé qui cartonnait, et il arrive à transformer les choses et à refaire de Disney une machine à succès. Passionnant ce bouquin, et tu vis de l'histoire de l'industrie audiovisuelle au passage, donc moi j'adore ce livre. Et puis après il y a beaucoup des classiques des entrepreneurs, The Hard Things About Hard Things, Zero to One. Moi j'aime bien aussi PayPal Wars, l'histoire de PayPal. Ça c'est un truc assez rigolo, c'est plus anecdotique, mais ça te raconte l'envers du décor de la création de PayPal par leur directeur marketing sorti d'école. Il te montre la guerre entre à l'époque Elon Musk et Peter Thiel. Elon Musk se fait virer en tant que CEO, machin. Enfin c'est vraiment rigolo, plus pour l'anecdote de vivre de l'intérieur cette époque un peu révolue des années 2000. Juste avant la bulle, juste après la bulle, et comment ils hackent le truc pour mettre sur orbite PayPal. Passionnant aussi. Ouais. Écoute, je vais mettre tout ça en description. J'adore Creativity Inc. Très bon. C'est un kiff à lire. Ouais. Impec, est-ce que t'as passé un bon épisode? Carrément. Il me reste, j'ai encore une tonne de questions. Vraiment, on va prendre rendez-vous dans 18 mois parce que j'ai encore plein de choses à voir. Tu veux ajouter quelque chose? Me sors pas le NPS. Non, je déconne. En tout cas, ravi d'être là. Moi, je trouve ravi de fournir le service qu'on fournit, d'avoir un maximum d'impact sociétal. Je pense que c'est vraiment ce qui nous drive, et de se dire tous les jours, on a des centaines de milliers d'utilisateurs satisfaits. Je trouve que ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Et hâte de voir ce qui va se passer encore dans les 18 prochains mois, parce que c'est vrai qu'on est en plein milieu d'une transformation assez dingue. Donc c'est hyper excitant. Ouais. Hyper excitant. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que tu communiques? Moi, je communique assez peu. On est beaucoup concentré sur l'interne, mais ça m'arrive une fois de temps en temps de parler sur LinkedIn. Donc, si les gens me suivent sur LinkedIn, on met ton profil LinkedIn en description. Impeccable. Com, merci beaucoup. Franchement, excellent épisode. J'étais ravi de te recevoir. Et rendez-vous pris dans 18 mois. Je pense qu'il se sera passé encore plein de choses. Tout va tellement vite dans le marché. Tout s'accélère dans tous les sens. À la fois côté client, côté éditeur, côté banque. Donc, à mon avis, dans les 18 prochains mois, on sera vraiment bien transformé. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta vision, pour ta transparence aussi. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Carrément. Merci pour l'invitation. Si vous êtes toujours là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On partage l'épisode au plus grand nombre. On met 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur. Et surtout, envoyez-nous des petits messages, partagez-le. Ça fait toujours plaisir de voir ce que vous en avez pensé. Et c'est un vrai plaisir de vous produire autant de contenu pour faire évoluer vos entreprises. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de l'Accounting Business Club. Ciao.